Ce podcast bénéficie du soutien de Léa Nature, entreprise engagée développant des produits bio et naturels comme la gamme de soins bucco-dentaires certifiés bio dans ta vie, en grande distribution, pour une bioefficacité en toute confiance, sans fluor et sans ingrédients controversés. Nos dents aussi ont droit au bio. Un grand merci à notre partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si vous arrêtiez de fumer pour de bon, comme moi il y a 20 ans, je suis sûre que vous n'imaginiez pas comme une ancienne fumeuse. Eh bien si. Je dis souvent que j'ai sucé mon pouce, puis ensuite, adolescente, je suis passée à la cigarette. La cigarette demande aussi parfois de se pencher dans les limbes de nos histoires personnelles et transgénérationnelles, ce qui a été mon cas. Mon invitée du jour, elle aussi, a une histoire singulière avec le tabac, puisqu'elle a passé une partie de sa carrière pro au marketing de l'industrie du tabac. Pas bien. Je repense à ce film culte, trop drôle, un peu vieux sur le tabac qui s'appelle Le Pari. Bref, je m'égare. Donc mon invitée a décidé de passer de l'autre côté du miroir car après une prise de conscience, elle démissionne de cette industrie, arrête de fumer et se forme pour devenir tabacologue. Elle accompagne les fumeurs aujourd'hui en individuel ou collectif avec sa structure Déclic Anti-Clope et son livre J'arrête de fumer facilement et pour de bon aux éditions Erol. Bonjour Alice Denoise. Bonjour Anne. Je ne vous propose pas une petite cigarette, hein ? Non, pas là, c'est bon, j'ai tout quitté. Alors racontez-nous comment on passe de l'industrie du tabac au Déclic Anti-Clope. C'est long. C'est long, forcément. Parce que quand on s'est mis sur le papier, on s'est résumé en une phrase, mais en fait, en vrai, c'est long. Il y a une prise de conscience un peu qui s'est fait progressivement, d'ouvrir les yeux vraiment sur ce qu'était la cigarette, sachant que moi, j'ai commencé à travailler là-bas en étant une très grosse fumeuse. Et j'étais captivée un peu par ce monde de la cigarette, puisque j'avais grandi là-dedans. Je collectionnais les paquets de cigarettes quand j'étais petite. Vraiment, c'était... je sais pas, je trouvais ça génial. Et puis, c'est le marketing, quoi. J'étais tout à fait... Le bon pigeon de tout ça. Et donc, je suis rentrée là-dedans avec les yeux pleins de paillettes. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que tout ça n'était que du vent et qu'il s'agissait vraiment d'un poison. Donc, j'ai d'abord arrêté de fumer. Alors, il se trouve qu'aussi, entre-temps, ma grand-mère est morte d'un cancer du poumon assez rapidement. Et donc, j'ai vraiment vu la direction dans laquelle je m'engageais en continuant. Sachant que je fumais 1,5 paquet par jour et que j'avais 25 ans, 26 ans. Donc, c'était quand même une très, très grosse quantité pour cet âge-là. Oui. Donc, voilà, l'issue était écrite. Donc, je me suis reprise en main et j'ai arrêté de fumer. Et après a commencé justement cette prise de conscience plus globale de me dire je peux pas décidément continuer à travailler pour une industrie qui tue. Moi-même l'ayant réalisé, je peux pas contribuer à tout ça. Donc j'ai démissionné. Il y a eu des allers-retours, un aller-retour notamment encore dans une agence parce que il y a toujours ce petit diable et ce petit ange qui nous pousse qui nous pousse à réfléchir. Et suite à ça, j'attendais mon deuxième enfant. Et je me suis dit, je suis au chômage. Allez, je me lance, je fais quelque chose que je n'aurais pas fait autrement. Et j'ai créé site internet pour aider les gens à arrêter de fumer. Et après, tout s'en est suivi naturellement. Ça fait combien de temps que vous êtes tabacologue aujourd'hui ? Ça fait 3 ans. Et ça fait 6 ans que j'ai créé le site. D'accord. Alors, revenons un peu sur les chiffres du tabac, son évolution. Et d'abord, pourquoi fume-t-on ? Pourquoi est-ce que les gens se mettent à fumer ? J'imagine qu'il y a diverses raisons, mais principalement. Alors, oui, ça change beaucoup. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment tout un travail par les associations de dénormalisation, on appelle ça comme ça, du tabac, c'est-à-dire vraiment de casser tout le travail que fait l'industrie du tabac, justement, à essayer de mettre la cigarette partout. Même si, je fais un aparté, il y a une étude qui est sortie là, de la Ligue nationale contre le cancer qui s'appelle Études et cinéma, où en fait ils suivent toute la présence de cigarettes à l'écran, et ils le font depuis plusieurs années là, et la dernière version est sortie à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, et on se rend compte que c'est extrêmement présent, c'est de l'ordre de 90% des films, donc c'est vraiment colossal, beaucoup plus que dans la vraie vie. Donc il y a vraiment ce travail de fond de l'industrie du tabac qui essaye de continuer à normaliser donc cette cigarette. Mais malgré tout, il y a quand même auprès des jeunes, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, une prise de conscience. Personne ne peut ignorer aujourd'hui que la cigarette tue. Ça peut être une excuse qu'on a entendue beaucoup il y a 2-3 générations. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a le paquet neutre, il y a le marketing est ultra réduit. Donc la cigarette est beaucoup moins glamour.
Le paquet neutre, c'est quoi? Le paquet neutre, c'est le fait de plus avoir de design sur le paquet. Donc en fait, on a juste une photo horrible d'une maladie. Voilà, alors on sait que c'est pas ça qui fait arrêter de fumer, mais au moins ça enlève tout le côté sexy qu'une marque, ou en tout cas tous les attributs qu'une marque voudrait donner à son produit. Là, c'est fichu, ça marche plus. Chez les jeunes, qu'est-ce qu'on voit de différent par rapport à avant? Peut-être nos générations, justement. Enfin, je suis un peu plus âgée que vous, mais quand même, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ça se reporte plus vers la cigarette électronique, le vaping, etc.? Qu'est-ce qui se passe? La cigarette électronique, oui, plaît plus. Donc c'est important de dire que la cigarette électronique, c'est quand même un outil beaucoup moins dangereux que la cigarette. On estime formel, hein. Aujourd'hui on est formel là-dessus. Oui, on est formel. Il y a beaucoup de contre-arguments qui vont dire qu'on n'a pas assez de recul sur la cigarette électronique, mais en fait le simple fait qu'il n'y ait pas de combustion déjà fait que c'est infiniment moins dangereux, parce qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone, pas de goudron, et en plus la composition des e-liquides est ultra contrôlée. Vraiment, il y a une norme européenne qui contrôle tout, qui va retirer des produits de la liste dès le moindre doute, alors que dans la cigarette, il y a 4800 produits chimiques. Donc c'est incomparable. Et les gens qui passent à la cigarette électronique le disent d'ailleurs, hein, ils se sentent beaucoup mieux, ils respirent mieux, enfin, c'est comme s'ils avaient arrêté de fumer. Ils ont les mêmes effets qu'un arrêt du tabac. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est un outil miracle, parce que voilà, il y a toujours ce lien à un objet, oui. Mais ça dépend ce qu'on cherche. Oui. Et pour répondre à votre question, oui. Du coup, sur les jeunes, il y a la cigarette électronique en effet qui plaît plus, et à mon sens, il y a aussi une culture de la bonne santé qui est beaucoup plus importante qu'avant. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, sur Instagram, sur les réseaux utilisés par la jeune génération, il y a énormément de coachs sportifs, de nutritionnistes, de naturopathes. On prône la bonne santé, beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était la liberté, c'était la rébellion, peut-être plus. On voulait marquer son identité, voilà, en opposition. Là, on veut juste mener sa barque et être en bonne santé. Et donc, il y a vraiment cette partie-là de la population qui est de plus en plus importante, il me semble. Oui. Et donc forcément, ça pousse pas à fumer quand on est dans cet état d'esprit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même chez les jeunes. Oui, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'ils développent aussi d'autres façons de prendre de la nicotine? Je pense à des petits patchs ou des choses comme ça, ou les Juul, enfin tout ça, c'est la cigarette électronique, c'est ça? Alors la Juul, c'est une sorte de cigarette électronique. La Juul, alors on dit. La Juul, oui. qui n'a pas du tout marché en France en fait, parce qu'elle a cartonné aux États-Unis, parce que la dose de nicotine n'est pas régulée. Et donc en fait, c'était des doses de nicotine très importantes, et en plus, c'était des sels de nicotine qui font un shoot, donc qui reproduisent un petit peu l'effet de la cigarette. Parce que ce dont on est accro dans la cigarette, c'est le shoot de nicotine, pas la nicotine en tant que telle. Et le problème, c'est qu'en France, c'est très régulé, le taux de nicotine. Donc en fait, la Juul ne faisait pas vraiment d'effet, donc n'a pas conquis un marché incroyable, et donc je crois qu'elle est même plus en vente. Voilà, en tout cas, c'est pas du tout du même niveau qu'aux États-Unis. Et puis après, en effet, j'ai aussi entendu parler de ça, du snus. C'est des petites pochettes de tabac, en fait, de nicotine qu'on se met dans la bouche. C'est un produit qui est très connu dans les pays du Nord, très utilisé, qui a le mérite d'être beaucoup moins toxique pour la santé parce que justement il n'y a pas de combustion. Mais malgré tout, il paraît que ça fait des lésions dans la bouche ou des choses comme ça, donc c'est pas recommandé non plus. Oui. Et je crois que c'est un peu vendu sous le manteau en France. Il n'y a pas de vente officielle de snus, je crois. Ça, c'est, oui, quand vous dites que c'est délétère, j'imagine que c'est sur le long terme. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'un jeune qui en prendrait quelques années, ça va. Oui, c'est un peu comme tout. Ouais. Oui. Alors, soyons clairs, est-ce que c'est facile d'arrêter de fumer, en fait? Est-ce que ça demande un investissement important? Alors, c'est deux questions dans une, parce que est-ce que c'est facile? Moi, je pense que ça peut l'être. Et est-ce que ça demande un investissement en temps? Évidemment. Parce que il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui vont vous dire « j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain ». Tant mieux pour eux, s'ils ont ce sentiment-là que ça a été si facile que ça. Peut-être que c'est parce qu'ils n'étaient pas très dépendants, et peut-être aussi que c'est parce qu'ils se sont préparés, ils ont fait le chemin sans s'en rendre compte, de façon inconsciente. En vrai, quand on veut s'arrêter de fumer et qu'on veut mettre toutes les chances de son côté, il faut regarder sa relation à la cigarette dans les yeux. Oui. Il faut voir quels sont les ressorts, quels sont les impulses qui nous font allumer une cigarette, quelle est notre histoire. Vous parliez de générationnel et tout ça. Ça, c'est clair qu'il y a aussi quelque chose dans l'histoire familiale qui est de l'ordre de nos normes à nous, de nos croyances, puisque finalement, si tout le monde fume chez nous, ça ne peut pas être mauvais. Oui, c'est ça. Quand on est enfant, c'est ce qu'on se dit. Bien sûr. Donc c'est tout ça qu'il faut détricoter, et à force de faire ça, on va ouvrir les yeux sur la véritable nature de la cigarette, et ça va être de plus en plus facile de se dire « Allez, je m'en vais, je la quitte ». Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de fumer parce qu'ils se disent l'investissement temps va être trop important, j'ai pas le temps? Alors c'est une forme de déni évidemment de penser ça, mais quand même.
L'investissement personnel que ça va demander dans sa vie, la réorganisation et du coup un peu la flemme, quoi. Ouais, bien sûr. Oui. C'est marrant d'ailleurs parce que tout le monde est conscient. Enfin, moi, peut-être de par mon métier, je ne rencontre que des fumeurs qui ont envie d'arrêter de fumer. Mais même un fumeur que je vais croiser à une soirée entre amis va me dire que oui, au fond de lui, il sait qu'il faudrait qu'il arrête de fumer, mais qu'il ne le fait pas. Et c'est un phénomène très drôle. Enfin, très drôle. Curieux, oui. Curieux, c'est de voir que quelqu'un qui a un comportement qui est mauvais pour sa santé, finalement, ou même pas forcément un comportement mauvais pour sa santé, mais quelque chose qui ne lui plaît pas, c'est plus facile de rester dans ce confort, même s'il est nuisible, plutôt que d'amorcer un changement pour se libérer et perdre en culpabilité et tout ça, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. C'est tous les sentiments négatifs qu'il y a derrière. Bien sûr, on y reviendra. Dans vos consultations, qu'est-ce que vous voyez principalement comme raison pour arrêter de fumer? Pourquoi les gens viennent à un moment? Quel est leur déclic, justement? Le principal, c'est la santé, sans aucun doute. Sans aucun doute. L'argent, bizarrement, qui est quand même 10 € un paquet, quoi. C'est quand même colossal comme prix. Et énormément de personnes me disent l'argent n'est pas le problème. Alors, c'est pas tant... Et on pourrait penser que c'est parce que je vais parler à des personnes aisées et tout ça, mais c'est pas du tout le cas forcément. Je vais dans des entreprises parler à des ouvriers qui vont me dire moi l'argent je le trouve. Mais c'est l'âge allant, à un moment se rendre compte que finalement la cigarette commence aussi à nous impacter, à faire tousser, à avoir une peau on se compare aux autres et on se rend compte que on est attaqué quoi par rapport aux autres. Et puis il y a aussi quand même cette idée de fil à la patte. Il y a beaucoup de personnes, et ça c'est vraiment le meilleur argument qui soit, des personnes qui se décident finalement à retrouver leur liberté, à reprendre le contrôle. Oui, c'est ça. Vous voyez des tranches d'âge particulières pour arrêter de fumer, où là vraiment les gens viennent? Alors c'est pas des tranches d'âge, c'est rigolo, mais c'est vraiment des moments de bascule. Des gens qui ont 30 ans, des gens qui ont 40 ans, des gens qui ont 50 ans. J'ai très très souvent des âges ronds. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et chez les femmes, les enfants sont vraiment un moteur d'arrêt du tabac? Chez les femmes et chez les hommes, Oui, la grossesse, les enfants. Je pensais à la grossesse. Oui, mais alors sur la grossesse, c'est très intéressant ça. Évidemment, il y a énormément de femmes qui arrêtent de fumer pendant leur grossesse, mais pour autant, énormément reprennent après. Et c'est bien la preuve que toutes les bonnes raisons d'arrêter de fumer n'ont pas le même pouvoir motivant et le même pouvoir tout court. C'est qu'arrêter de fumer pour quelqu'un, ça n'est pas suffisant. Alors c'est génial, hein, c'est... Merci d'avoir arrêté de fumer pour vos enfants. Mais faites-le pour vous aussi. C'est ça. Intéressant. Est-ce qu'il y aurait une recette magique pour arrêter de fumer? C'est la lucidité, quoi. C'est l'honnêteté avec soi-même et le temps. Le temps. Alors, ça ne veut pas dire forcément que ça va prendre 5 ans, mais se dire voilà, c'est pas grave si ça se fait pas dans la semaine ou dans le mois. Le temps qu'on prend à se préparer fait que ça va être une réussite derrière. Donc autant le prendre. Et puis on a fumé pendant combien d'années? C'est ça. Alors c'est quoi précisément une tabacologue ou un tabacologue? Et puis après j'ai une deuxième question sur les mois sans tabac, on y reviendra après. Une tabacologue, c'est quelqu'un qui a fait une formation sur la tabacologie, donc qui connaît le modus operandi de la cigarette et surtout les maladies qui sont derrière et tout ça. Mais il y a aussi toute une approche, comment prendre en charge quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Donc après, c'est un peu propre à chacun. Donc c'est vrai que c'est ce que je recommande aux personnes que je rencontre en dehors de mon métier, parce que ceux qui viennent me voir me connaissent forcément, en tout cas m'ont choisi, mais c'est de se renseigner en effet sur l'approche du tabacologue. Il va y avoir des tabacologues qui vont être très très centrés sur l'approche médicale. Vous êtes fumeur, vous êtes malade, prenez de la nicotine. Ils vont pas vraiment réfléchir derrière à toute la dépendance psychocomportementale qui est ultra importante. Ce que vous faites vous. Et d'autres, à l'inverse, ne vont pas du tout être sur la nicotine. Voilà, il faut... Et puis il y en a qui vont être sur les deux. Il y en a qui vont être vraiment sur le travail de la motivation. C'est comme tout, en fait. Toute personne qui va vous aider, il faut avoir des atomes crochus. Bien sûr. Voilà. Alors, combien de temps durent les séances? Combien de séances? Combien ça coûte? Est-ce que c'est remboursé, etc.? Avoir une petite idée de tout ça. Alors, le nombre de séances est très variable parce que ça dépend de chacun. Moi, par exemple, je vais rencontrer des personnes, je vais les voir une fois. Et au bout d'une fois, ils ont eu l'information qu'ils voulaient avoir, ils sont rassurés, ils se lancent, et puis après, j'en entends plus parler d'eux. Ou je sais que ça s'est bien passé parce que voilà, ils sont lancés, ils vont m'envoyer un petit message, voilà. Et puis d'autres, on va avoir 10 séances parce que c'est des tabagismes assez lourds, lointains, et donc il y a pas mal de choses à travailler. Donc ça dépend vraiment. Et après, pour les tarifs, ça dépend de si vous allez voir un médecin à l'hôpital, par exemple, ce qui est plutôt le lieu
premier où on va voir un tabacologue, là forcément c'est pris en charge. Ouais. Et après, si vous allez voir un tabacologue libéral, ce qui est mon cas, forcément ça dépend du tabacologue. Ok. Donc c'est pas forcément systématiquement remboursé, ça devrait finalement. Ça devrait, mais il y a des petites incohérences comme ça, comme le fait que les substituts nicotiniques, par exemple, un tabacologue libéral comme moi qui n'est pas issu du milieu médical ne peut pas prescrire. D'accord. Mais bon, après c'est sur vente libre, ça demande voilà, une petite démarche supplémentaire d'aller voir son médecin pour avoir une ordonnance. Oui, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est facile. Alors est-ce que les mois sans tabac ont un impact pour arrêter de fumer par imitation ? Est-ce que les gens se disent « Ah ben voilà, là c'est le mois sans tabac, je vais en profiter, ça me motive et hop, j'y vais quoi ». Est-ce que vous voyez des impacts clairs là-dessus ? Oui, moi je le vois surtout en entreprise, où les entreprises se sont vraiment saisies de cette opération pour faire des programmes. Et en fait, il y a vraiment un effet de groupe, en effet, où on se dit, bon, bah allez, un tel le fait, on le fait ensemble, c'est rigolo. Et puis c'est une façon de se tester. Oui. Rappelez-nous en France les dates d'ailleurs des mois sans tabac et de la journée Alors, les mois sans tabac, c'est tous les mois de novembre. Oui. Et la journée mondiale sans tabac, c'est le 30 mai. 31 mai ou le 30 mai ? Fin mai, en tout cas. Fin mai. Donc là, ça peut être des bonnes occasions de se dire, ah bah, je vais me sentir soutenue, on va en parler. Donc psychologiquement, c'est quand même un soutien. C'est un vrai soutien. Alors après, c'est vrai que c'est mieux quand quelqu'un est là pour je fais pas du tout mon autopromo, hein, mais c'est vrai que quand un tabacologue ou une infirmière ou un médecin de santé au travail dans l'entreprise, par exemple, est là pour guider le processus, ça aide énormément parce que on va donner justement l'information aux personnes qu'ils n'ont pas. Parce ce qu'il faut se dire, c'est pourquoi est-ce que les gens qui fument, qui ont au fond d'eux envie d'arrêter de fumer, ne se lancent pas. C'est bien qu'il y a des interrogations, des parts de doute, et donc il faut répondre à ces questions. Bien sûr. Alors, fumais-tu, hein, c'est écrit sur le paquet et bien d'autres choses. Est-ce que ça fait de l'effet, finalement ? Est-ce que ça fait de l'effet, cette phrase ? Fumais-tu, non, c'est prouvé que ça fait pas beaucoup d'effet. Déjà parce qu'on la connaît depuis très très longtemps. Et que, encore une fois, le fumeur sait très bien que c'est mauvais pour sa santé. Donc lui rappeler, en fait, c'est juste le mettre face à ses contradictions. De lui dire, finalement, tu le sais, mais tu le fais pas. T'es pas assez fort. Donc, ça va plutôt braquer le fumeur. Oui. Et d'ailleurs, on le remarque, hein, par exemple, un proche qui va aller tanner un fumeur, bah, ça va faire fumer plus. Oui. Parce que justement, on refuse de se dire, c'est le cerveau qui est fait comme ça, on peut pas accepter d'être idiot. On peut pas entendre ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est bien autre chose. C'est pas du tout une question de faiblesse, c'est qu'encore une fois, il y a vraiment tout un travail derrière c'est ça. De tout défaire, quoi, de tout le monde qu'on avait construit avec cet outil. Parce que c'était un outil quand même, cette cigarette, dans notre vie d'avant. C'était un outil anti-stress, c'était un outil de bonheur supplémentaire et tout ça. Là, il va falloir faire sans. Oui. Donc ça redemande pas mal de travail. C'est vrai que parfois, quand je rencontre des fumeurs proches, moi qui suis, comme je disais en introduction, une ancienne fumeuse, je leur dis, écoute, pour vraiment fume, moi je dirais jamais à quelqu'un d'arrêter de fumer. Si toi, ça te fait du bien et que tu en as besoin dans ta vie aujourd'hui, pour aussi essayer de lui faire prendre conscience que voilà, il en est là, sans le culpabiliser, bah, vas-y quoi. Continue. Si c'est pas le bon moment, est-ce que c'est une bonne attitude ou ça pousse quand même un peu au crime de dire ça ? Non, je pense que c'est une bien meilleure attitude que de dire « Oh, tu fumes trop. Ouais. Tu trouves pas que t'as augmenté ta consommation ?» Genre, voilà. Ah, tu vas encore fumer là, etc. Ouais. C'est vrai que c'est très très important. Et d'ailleurs, j'ai fait une partie là-dessus dans le livre, sur comment accompagner les proches, en fait, qui souhaiteraient, ou même aider le fumeur à avoir les mots pour dire à la personne qui la tanne « Écoute, je suis désolée, mais cette attitude est complètement contre-productive. » Et c'est très important de parler aux proches. Et quand je fais des webinaires, justement, ou des ateliers en entreprise, je l'ouvre à tout le monde, parce que je trouve ça ultra important que les proches de fumeurs se rendent compte de ce qui se passe vraiment dans le cerveau du fumeur. Qu'ils se rendent compte que c'est pas du tout une question, encore une fois, de faiblesse. C'est vraiment... et c'est une drogue, en fait. Hein, faut la rappeler quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour trouver du soutien autour de soi, justement ? C'est une partie du livre, et mobiliser un peu une team qui va vous aider. Bah justement, le mieux, c'est de trouver des gens qui savent comment ça fonctionne. Donc, idéalement des anciens fumeurs. Oui. Qui savent, qui sont passés par là et qui savent ce que ça va être. Et puis après, tout simplement, des gens, on peut avoir des gens autour de nous qui sont très empathiques et qui sont dans le soutien. Voilà, donc c'est vraiment de faire ce choix-là. Et après, ça ne veut pas dire forcément qu'on va les trouver, mais il y a des structures à côté qui le permettent. Il y a déjà des applications qui sont très utiles et très bien faites. Alors là, c'est pour ceux qui veulent vraiment être seuls dans leur bulle avec cette application. Mais il y a aussi un groupe, notamment sur Facebook, qui s'appelle Je ne fume plus, qui est incroyable, qui va aller supporter. En fait, c'est que des bénévoles qui vont supporter les fumeurs et où on trouve une oreille et surtout des mots encourageants. Donc c'est
ultra efficace. Ça, ce sont des bonnes ressources. Alors, dans les livres, justement, vous proposez de faire des petits exercices avec cette fameuse balance motivationnelle pour cerner ses motivations. C'est pas évident de cerner ses motivations d'arrêt du tabac. Alors, cerner ses motivations, ses bonnes raisons d'arrêter de fumer, je pense que c'est assez facile. Les vraies bonnes raisons. Les vraies bonnes raisons. Bon, ça, les vraies bonnes raisons, je pense qu'une fois qu'on a compris que c'était pour nous et pas pour les autres, voilà, je pense qu'il suffit de le dire pour trouver ces bonnes raisons pour soi, ou en tout cas de se dire, j'ai un travail à faire là-dessus. Oui. Le vrai travail à faire, c'est les freins. Parce qu'on a toujours tendance à dire, c'est quoi tes bonnes raisons d'arrêter ? Alors oui, les bonnes raisons, on en a forcément. Mais c'est surtout, qu'est-ce qui te bloque ? Oui. Qu'est-ce qui et ça peut être des choses très bêtes, comme vous le disiez tout à l'heure, de dire j'ai la flemme. Oui. Là, c'est pas le bon moment, j'ai trop de stress au travail, j'ai des petits-enfants, justement, c'est compliqué, j'ai besoin de cette cigarette pour avoir ma bulle d'oxygène le soir quand je rentre. Donc là, c'est intéressant de pointer justement ce paradoxe, de dire bulle d'oxygène, bulle pour soi, pour souffler, et en même temps fumer une cigarette. Et ça, justement, c'est tout le travail qu'on fait ensemble. Mais il faut regarder tout ça vraiment avec honnêteté et dire, bon, concrètement, il y a ce besoin de me retrouver seule. Ok, très bien, on l'entend. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place pour justement garder cet espace juste pour vous, où vous allez vous ressourcer, vous reconnecter, vous recentrer, autrement qu'avec une cigarette. Quels sont les freins majeurs que vous voyez justement ? La peur de grossir. Oui. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les freins, 3/4 des freins, franchement, sont des freins qui sont liés au manque physique de cigarettes. Donc on se dit qu'on va ressentir des symptômes de manque physique et que ça va être horrible. Donc c'est l'irritabilité, le fait de grossir parce qu'on a faim tout le temps. Et de compensation. Le fait d'être agité, de ne plus réussir à se concentrer. Donc ça déjà, il y a ce travail d'information de dire, bon, déjà, soit vous êtes dépendant physiquement, soit vous ne l'êtes pas. Oui. Si vous ne l'êtes pas, vous ne les aurez pas, ces symptômes de manque. Et si vous l'êtes, vous pourrez prendre de la nicotine ou prendre des plantes et des choses comme ça qui lutteront contre ces symptômes. Mais il n'y a aucune raison que vous ressentiez ça. Déjà, ça fait baisser la pression. Oui, bien sûr. Et puis après, il y a beaucoup de psychologique. Dire comment je vais faire quand j'aurai un coup de stress. Je vais exploser au prochain coup. Et donc là, c'est pareil, il y a un travail d'information à faire en faisant comprendre aux fumeurs, en fait, que quand on fume, on est surstressé. Oui. Et donc, le fait d'arrêter comme il faut, c'est-à-dire avec de la nicotine si on en a besoin, va nous rendre beaucoup plus zen. Et donc, on va être beaucoup moins réceptif au stress, beaucoup plus hermétique. Donc ça, on ne le sait pas forcément, effectivement. Ouais. Comment est-ce qu'on mesure sa dépendance au tabac ? La dépendance physique, on la mesure avec des questions assez simples. En gros, si on fume un nombre fixe de cigarettes tous les jours, c'est qu'il y a une dépendance. Après, si c'est 3 cigarettes, forcément, la dépendance va être moins forte que si c'est un paquet et demi. Mais en gros, c'est mécanique. C'est que la cigarette a été pensée comme ça, en fait, et est pensée comme ça encore aujourd'hui, c'est pour rendre de plus en plus accro. Donc, plus on va fumer, plus on va mécaniquement développer le nombre de récepteurs nicotiniques qui est dans notre cerveau. Et qui dit qu'on va avoir beaucoup de récepteurs nicotiniques, dit qu'ils vont être plus compliqués à satisfaire, et donc on va devoir augmenter la dose petit à petit. Oui. Et c'est ça qui va faire qu'on va ressentir des symptômes de manque. Bien sûr. Est-ce que c'est dangereux d'être un petit fumeur ? Il y a des idées reçues, je crois, sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, moi, je fume quasiment pas, c'est pas dangereux. » Et j'ai entendu dans une émission il y a longtemps que si, quand même. Oui, si, quand même. En fait, quand on pense maladie du tabac, on pense cancer en premier. Parce que on nous a, sur les paquets, il y a écrit goudron. Et donc, on a cette image-là de la cigarette qui nous encrasse. Alors, c'est vrai, évidemment, il y a énormément de cancers qui sont liés au tabac. Mais il y a aussi beaucoup de maladies cardiovasculaires. Enfin, beaucoup. Ça peut être une source majeure de maladies cardiovasculaires de par la simple présence de monoxyde de carbone, en fait, qui va aller asphyxier le corps et donc fatiguer le cœur et entraîner des bouchons, tout simplement. Et en fait, ça vient dès la première cigarette. D'accord. Oui. En fait, il y a très peu de différence entre 1 cigarette par jour et 5 cigarettes par jour. Intéressant, ça. On ne le sait pas forcément. Voilà, ouais. Quels seraient vos 8 commandements d'un arrêt du tabac, ou les 8 clés un peu qu'on pourrait donner, sans culpabiliser, évidemment, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Non, pas du tout. Alors, les 8 clés. Alors, allons-y. Donc, prendre le temps. Analyser sa consommation. Rechercher le plaisir. Ça, c'est ultra important. Et quand je dis rechercher le plaisir, c'est pas forcément par des outils de substitution. Ça veut pas forcément dire passer à la cigarette électronique, goût fraise tagada. Mais ça peut être de dire qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite. Où est-ce que je pourrais trouver cette sérénité autrement qu'avec la cigarette, me mettre à la poterie, au champ, plein de choses comme ça que j'aimais faire enfant. Donc là, j'en suis à 3. S'entourer. Oui. En effet, de personnes qui vont être motivantes. Et même pas forcément de personnes qui vont être motivantes, mais en tout cas de personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous. Oui.
Et ça veut dire peut-être un temps se rapprocher un peu des non-fumeurs autour de nous. Oui, ça peut être aussi le soutien d'une ou d'un tabacologue. Ça fait partie du soutien, ça aussi. Voilà, oui. Oui, complètement. 4, 5. Non, il me semble que vous étiez à 5. C'est vrai, peu importe, c'est un chiffre que... Voilà, mais j'ai trouvé que le 8 était très précis. C'est d'avoir quelques clés comme ça, voilà, un peu d'avoir des idées de par quoi on peut passer. Alors revenons peut-être sur justement le poids, puisque c'est un frein majeur. Est-ce qu'on prend vraiment du poids quand on arrête de fumer, ou ça dépend des physiologies, des personnes, de ce qu'on fait, évidemment de l'attitude, où il y a quand même quelque chose de mécanique? Alors c'est pas du tout systématique. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment... Quand je dis pas du tout automatique, c'est vraiment, je crois de mémoire que c'est 60% des personnes ne prennent pas de poids. Enfin, c'est vraiment assez important quand même. Ensuite, c'est important de dire quand même que la cigarette a un point positif, mais qui en fait n'en est pas un, c'est qu'elle augmente le métabolisme. C'est-à-dire qu'elle va faire brûler plus de calories au corps qu'un non-fumeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un petit coup de baguette magique, tiens, toi, tu vas brûler plus de calories. C'est qu'en fait, le corps est en surchauffe. Il est en surchauffe parce qu'il reçoit tellement de polluants, tellement de produits qui l'agressent, qu'il se met en résistance, en lutte, pour justement éliminer tout ça, et donc il est en surchauffe. Bien sûr, il cherche à maintenir l'homéostasie, en fait. Oui, ça c'est au niveau du cerveau, c'est clair, et puis après même de s'activer pour nettoyer les poumons, pour nettoyer les artères. Donc c'est vraiment une guerre qui se passe dans le corps. Donc ça le fatigue, et donc il dépense plus de calories. Bon. Donc ce qui fait que quand on va arrêter de fumer, on va retrouver son métabolisme normal, et donc on va prendre en moyenne 2, 3, 4 kilos. C'est ce qui se dit. Après... Dans les 6 mois qui suivent? Généralement, c'est assez rapide quand même. D'accord. C'est un peu une prise de poids justement un peu effrayante où on se dit 1 kilo par semaine, jusqu'où ça va aller, quoi. Oui. Mais ça s'arrête très rapidement. Et il semblerait qu'une cigarette soit équivalente à 10 calories. Ou 100. J'ai un problème avec les zéros, moi, à chaque fois. Mais en tout cas, c'est pas beaucoup. Oui. Et on peut facilement le composer. De toute façon, maintenant, on dit qu'on ne parle plus en calories, donc voilà. C'est vrai, voilà, hop. En tout cas, voilà, il y a un impact. En tout cas, il y a un impact, mais qui n'est pas si important que ça. Et on peut facilement le compenser en reprenant un peu de sport, peut-être, ou même en ajoutant un peu d'activité physique dans sa vie, en troquant les escalators par les escaliers. Il marche en plus. Voilà, des choses faciles à mettre en place dans sa vie, en rééquilibrant aussi son alimentation, parce que finalement, l'alimentation est une source incroyable d'énergie, de plein de choses, et aussi justement de lutte contre la prise de poids. Donc non, c'est pas du tout automatique. Et si, en revanche, des personnes... Parce que ça existe, il faut pas se voiler la face là-dessus non plus. Il y a des personnes qui vont prendre 10 kilos, 15 kilos. Donc c'est soit parce qu'il y avait justement cet effet de symptômes de manque, de fringales, qui n'a pas été pris en compte, soit parce qu'il y avait ce besoin d'oralité, ce besoin de compenser, mais qui généralement était déjà... On peut le percevoir avant d'arrêter de fumer. On sait qu'on a cette tendance un peu à aller prendre des choses à la bouche et tout ça. Et dans ces cas-là, la cigarette électronique peut être un très bon outil. D'accord. Parce que justement, il va être cet outil de substitution. C'est pour ça qu'en introduction, je disais, moi je pense que j'ai sucé mon pouce et que quelques années après, je suis passée au tabac. Il y avait vraiment ce besoin certainement du nourrisson d'oralité. Oui, je pense. Ça, c'est quelque chose à visiter dans nos histoires. Vous le voyez beaucoup en consultation, des gens qui s'interrogent et qui arrêtent de fumer en revisitant et en mettant en conscience leur histoire. C'est plus facile. Oui, c'est important. De toute façon, c'est important de scanner son histoire. Après, moi, ce que je remarque le plus et qui m'interroge beaucoup, c'est l'ennui. C'est qu'en fait, énormément de personnes fument parce qu'elles ne savent pas quoi faire à un moment donné de leur journée. Elles se disent, tiens, voilà... C'est une contenance ? C'est une contenance, mais même quand ils sont seuls. Oui. C'est-à-dire même chez eux, le soir, il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient chez elles le soir, et donc elles vont être devant Netflix et elles vont aller fumer des cigarettes automatiquement, sans s'en rendre compte. Et donc ça, c'est sûr que quand on prend ce réflexe-là, c'est un peu comme le réflexe de prendre son téléphone. Ouais, c'est névrotique. Là, on est complètement sur l'ordre du psychocomportemental. Ça veut pas dire que ça va pas être douloureux quand on va arrêter de fumer, mais il va y avoir cette ampoule qui va s'allumer systématiquement. Et c'est là où c'est très important d'anticiper ça, justement, et de se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire à la place ? Est-ce que je vais colorier ? Est-ce que je vais téléphoner à des copains ? Est-ce que je vais justement arrêter de regarder Netflix et faire d'autres choses pour casser un petit peu ma routine ? Oui. Mais de mettre en place une stratégie à ce niveau-là pour déjà ne plus s'ennuyer, quoi. Ça, c'est très important de casser ses routines, d'arrêter de fumer, par exemple, à un moment donné où on est dans un contexte différent pour changer nos habitudes. On sait qu'il faut 21 jours pour se défaire d'une habitude au niveau des neurosciences. Est-ce que c'est important de viser ces moments-là ? Ce
qui est important, c'est pas tant... on est tous différents. Donc, il y a des personnes qui vont vous dire arrêtez de fumer pendant les vacances, c'est le moment idéal. D'autres qui vont vous dire ah bah non, moi pendant les vacances, justement, je relâche tout, je vais pas me mettre une pression supplémentaire. Ça dépend vraiment des gens. En revanche, ce qui est très important, en effet, c'est de casser les routines de sa vie de tous les jours. Parce qu'en fait, si vous arrêtez de fumer, vous allez naturellement, au fil du temps, casser ces réflexes. Mais ils sont quand même pas très agréables. Encore une fois, c'est des ampoules qui s'allument. Plus vite elles vont s'éteindre, mieux ce sera. Oui. Et pour qu'elles s'éteignent le plus vite possible, si vous cassez vos habitudes, vous forcez un peu le cassage de ces habitudes, et ben ça va aller d'autant plus vite. Donc c'est de prendre son café autrement, ou c'est d'arrêter de boire du café, ou c'est changer d'endroit quand on le prend, changer l'heure. Voilà, des petites choses bêtes, hein, mais qui peuvent faire vraiment la différence. Moi, c'est vrai, je ne veux pas revenir toujours à mon cas particulier, mais j'ai arrêté le café en même temps que le tabac, et j'ai jamais repris ni l'un ni l'autre d'ailleurs, ni le café, ni la cigarette. Ouais. Mais c'est sûr que ça faisait partie un peu du rituel. J'imagine qu'il y a des gens, c'est un petit verre de vin, etc., en même temps que le tabac, donc ça pose question. Oui, et après, c'est très important justement de voir où la personne est prête à aller. Moi, typiquement, j'avais arrêté le café une fois, j'ai repris la cigarette. Parce que je trouvais ça vraiment horrible d'arrêter la cigarette et le café. Oui. Donc ça dépend vraiment des gens. Bien sûr. Et vous avez pointé quelque chose d'aussi d'intéressant, c'est qu'en effet, il y a un rapport, on parle de café-cigarette souvent, mais alcool-cigarette, qui est très très important aussi. Et donc là, ça chamboule un peu plus la vie, parce que malheureusement, ou heureusement, je sais pas, enfin c'est pas heureusement, mais c'est comme ça, l'alcool fait beaucoup partie de nos vies, en France notamment. Donc c'est vrai que ça peut rebattre les cartes de notre vie sociale. Oui. C'est encore un autre sujet, l'alcool, qui est très intéressant. Vous, dans les solutions pour arrêter de fumer, vous êtes beaucoup, évidemment, intéressé à tout ce qui est psychologique et comportemental, et aussi à tout ce qui est naturopathie autour de ça, à des solutions. Ça fonctionne ? Ah oui, ça fonctionne. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a vraiment un panel de solutions et qu'il ne faut pas hésiter à les piocher partout où on veut. En fait, c'est vraiment c'est ceinture bretelle. On fait vraiment tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Donc, si on veut prendre des patchs et aller prendre un autre, je sais pas, je vais vous dire un truc. Ou faire de l'hypnose. Ou faire de l'hypnose, ça, d'autant plus, parce qu'il y a vraiment des méthodes qui sont pour la dépendance physique et des méthodes qui sont pour la dépendance psychique. Donc, l'hypnose, typiquement, c'est psychique. Oui. Donc, si vous êtes dépendant physiquement, je vous recommande vivement de prendre de la nicotine pour ne pas avoir les symptômes de manque, et en plus d'aller voir un hypnothérapeute qui va régler justement ces nœuds, ces liens, ces connexions que vous avez faites avec la cigarette. Mais si vous ne faites que l'hypnose, vous allez quand même ressentir les symptômes de manque. Donc ça va pas être super efficace. Dans les thérapies, justement, un peu les TCC, les fameuses thérapies cognitivo-comportementales, qu'est-ce que vous recommandez ? Peut-être l'EFT ? Quel type de méthode vous avez expérimenté qui fonctionne bien sur vos clients, vos patients ? Alors moi, j'expérimente pas de méthode parce que je ne fais pas à proprement parler de thérapie cognitivo-comportementale. Non, mais quand vous les voyez faire certaines choses qui fonctionnent, qu'on pourrait recommander peut-être. Alors c'est drôle parce qu'il y a des méthodes qui fonctionnent et des méthodes qui plaisent. Et donc après, il y a un effet placebo qui est clairement... Bien sûr, toujours. Qui joue énormément. Moi, je vois notamment sur le site, sur le déclic anticlope, il y a énormément de demandes sur des articles que j'ai pu écrire sur des magnétiseurs. Oui. Donc c'est drôle, il y a vraiment cette attirance pour cette technique. Donc après, évidemment, il y a des gens qui vont dire que oui, évidemment, ils ont arrêté, ça fait 10 ans qu'ils n'ont plus rien touché. D'autres qui vont dire, j'y suis allée, puis 2 jours après, j'ai repris une cigarette. Donc après, on dit que le magnétisme, c'est finalement utiliser ce don de magnétisme sur des points d'acupuncture. Oui. Donc ça va aider. Après, l'hypnose, par exemple, quand on en parle avec des médecins dans des colloques et des choses comme ça, ils vont vous dire, il n'y a aucune étude qui prouve que ça marche. Bon, moi, je suis convaincue que ça marche. Y a de plus en plus, quand même, de choses qui vont dans ce sens-là. Et puis, finalement, ce qui compte, c'est que ça marche sur le fumeur. Donc, c'est vraiment un pool de plein de choses. C'est de dire, cherchez la méthode qui vous plaît. Trouvez le professionnel avec qui ça accroche. Donc pour ça, le bouche à oreille, des choses comme ça, n'allez pas sur Google, sauf s'il y a des avis qui vraiment vous plaisent ou si le contact passe, mais n'y allez pas à l'aveuglette, trouvez vraiment quelqu'un qui vous plaît, et puis faites en sorte surtout de répondre à tous les aspects. C'est-à-dire, si vous avez vraiment une dépendance physique, ne l'oubliez pas, prenez-la en charge aussi. Et après, à partir du moment où vous faites attention à vous,
il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Vous, c'est important pour vous, ce plan d'attaque, cette stratégie de vraiment définir avec une direction et une vision claire de comment je vais m'y prendre et du coup de balayer en revue avec vos clients et les personnes que vous suivez, de dire voilà, moi, comment vous sentez plutôt attiré par telle technique et vous dessinez ça avec la personne? Ouais, c'est primordial pour moi. C'est vraiment, déjà parce que si on ne sait pas où il faut attaquer, on va agir un petit peu à l'aveuglette et donc on aura moins de chances de réussir. Et puis surtout, ça risque de prendre plus de temps. Oui. Moi, l'idée, c'est d'aider les personnes à y arriver assez rapidement quand même, de leur faire monter les marches vers l'arrêt du tabac plus vite. Et après, autre chose très importante en effet, c'est que moi, je suis une sorte de révélateur, de guide. Je suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Donc vraiment, je dis aux personnes, je vais vous aider à comprendre pourquoi vous fumez, je vais vous aider à trouver des solutions, à trouver des méthodes en fonction de ce qui vous plaît. Et donc vraiment, à chaque fois, et même je les interroge sur leurs projets. Oui. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des plantes aussi qui peuvent nous aider en accompagnement? Bien sûr. Il y en a une qui est très connue, qui est le kudzu, qui est une plante qui aide justement à se défaire des addictions. Donc là, il faut juste faire attention avec les antécédents. C'est ça? Ouais. Avec les antécédents de cancer du sein qu'on peut avoir dans sa famille ou personnel même, parce que visiblement, ça joue là-dessus. Donc ça aide, a priori, à couper les pulsions. Le craving, comme on peut dire, qu'on entend souvent dans les addictions. Et puis après, il y a des plantes qui vont aider ponctuellement, localement, sur certains symptômes. On a le griffonia notamment qui va aider à se calmer, à s'apaiser. On va avoir la menthe poivrée en huile essentielle qui va aider justement à se stimuler. Voilà, on a il y a plein de choses. C'est pour ça que souvent aussi je recommande d'aller voir des naturopathes. Oui, c'est important en complément. L'homéopathie, vous avez vu des bons résultats? Il y en a. Enfin, j'ai vu des bons résultats. J'ai vu des personnes qui se sentaient aidées par ça ponctuellement. Mais c'est vrai de moins en moins. D'accord. La dernière personne, c'était il y a quelques années déjà qui m'en parlait. Ok. Est-ce qu'il faut faire une détox après l'arrêt du tabac, justement, pour se dépolluer un peu de toute cette nicotine, etc. Alors ça, c'est tendance, la détox. Oui. On en entend beaucoup parler. Je sais pas, je me dis que le corps se le fait naturellement. C'est vrai qu'on peut l'aider un petit peu avec des produits qui vont peut-être booster un petit peu notre corps. Ça peut pas faire de mal. Après, voilà, il faut faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Si ça fait partie de notre processus à nous, de nous dire qu'on va aller prendre des compléments alimentaires pour s'aider, et ben oui, ça va aider, ça va nous faire du bien, ça va nous renforcer dans notre projet, où on va se dire que vraiment on est ultra investi et ça va être super. Et puis d'autres qui vont laisser leur corps faire son petit bonhomme de chemin et ce sera très bien aussi. Au bout de combien de temps la cigarette est complètement éliminée du corps ? Ça dépend des gens, ça dépend de notre tabagisme. On estime que si on a arrêté de fumer avant 30 ans, on peut retrouver une espérance de vie, enfin l'espérance de vie qu'on avait avant de commencer à fumer au bout de 10 ans. Et puis après, ça augmente forcément, plus on arrête tard et plus on a consommé, donc ça peut aller jusqu'à 20 ans, 30 ans. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, on fait du bien à notre corps. Parce que déjà, rien qu'au bout de 24 heures, il n'y a plus de monoxyde de carbone. Génial, ça donne envie. On dit qu'un ancien fumeur garde toujours l'envie de fumer toute sa vie. Est-ce que c'est vrai ou une idée reçue, ça ? C'est quelque chose que j'entends énormément, mais moi je l'ai plus du tout, par exemple. Donc, alors c'est vrai qu'on va pas faire une généralité sur son cas particulier, et on va pas, surtout, je vais pas ne pas écouter ce que me disent les autres, mais c'est toujours, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que quand quelqu'un me parle de ça, c'est toujours un proche, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a toujours des envies au bout de 20 ans. Et moi, dans ce cas-là, je les rassure en disant, moi, ça fait 11 ans que j'ai arrêté de fumer, ou 12 ans, je calcule plus, et je n'y pense plus jamais. Alors, c'est vrai qu'après, c'est peut-être ma thérapie à moi, d'avoir fait tout ça. Et ça me conforte, voilà, dans l'idée de jamais y retourner. Mais j'ai plus du tout d'envie de cigarette. Alors moi, j'ai plus du tout envie de cigarette non plus, dans mon cas, même si on n'en fait pas des cas aussi, comme vous disiez, c'est pas du quanti. Mais en revanche, je rêve parfois, et quand même assez régulièrement, que j'ai repris le tabac. Moi aussi. Vous aussi ? Ah ben c'est marrant ça. J'appelle ça le bon cauchemar. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de cauchemar. Je me réveille, je me dis ouf, c'est pas vrai. Mais quand même, je me dis l'inconscient cogite encore là-dessus. Ouais, l'inconscient cogite encore là-dessus. Et moi vraiment, j'aime beaucoup ce rêve, même s'il est très très déstabilisant quand on y est, parce qu'on s'insulte. Enfin moi, personnellement, dans mes rêves, je m'insulte parce que je commence par une cigarette et puis après, je me retrouve à acheter mon paquet et je me dis mais n'importe quoi. Puis en plus, moi, je me suicide professionnellement parlant, donc je me dis mais quelle idiote. Et en fait, non, c'est vraiment une piqûre de rappel pour dire n'oublie pas que si tu en reprends une, tu replonges. Et que tu n'as pas fait tout ça pour ça, quoi. Et énormément de personnes me disent qu'en effet, ils font ce rêve-là. Et donc je leur dis c'est bien, c'est votre cerveau qui vous rappelle que ça n'est pas gagné.
Ouais, il fait encore une digestion émotionnelle. Moi, ça fait 20 ans et j'en rêve encore. C'est étonnant. Est-ce que vous voyez quelque chose dont on n'aurait pas parlé à ajouter avant de clôturer et de terminer ce podcast, Alice ? Écoutez, non, je pense qu'on a été on a vu pas mal de choses. Non, alors, mais voilà. Dans le livre, on retrouve beaucoup d'exercices, justement, pour définir quelles sont nos croyances, quel type de cigarette on fume, Pavlov, pop-up, psychologique, quel type de besoin. Voilà, c'est bien, c'est vraiment un livre-outil sur lequel on peut s'appuyer. Un livre peut permettre d'arrêter de fumer, ou ça peut faire partie des soutiens, ou ça reste quand même simplement à avoir en tête pour définir sa stratégie, et puis après, il faut aller au-delà. Ce livre-là se veut vraiment un guide. Comme je disais tout à l'heure sur mon approche de la tabacologie, c'est de se dire on peut avoir un fil rouge pour ne pas être perdu là-dedans, parce que c'est vrai que c'est ça, la problématique, c'est que souvent, on ne sait pas par où commencer, comment s'y prendre. Donc là, c'est vraiment un guide. Oui. Ah oui, pour les fumeurs de cannabis, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé du cannabis. Est-ce que vous en voyez qui arrivent en consultation ? Bien sûr, j'en vois beaucoup. Et merci à notre ingénieur son, Pierre-Marie, qui nous fait un petit mémo. C'est vrai, ouais. J'en vois pas mal. Donc là, c'est pareil. Moi, je parle de tabac. Je peux les aider sur l'arrêt du cannabis, mais généralement, c'est pas forcément pour ça qu'ils viennent. Mais c'est important qu'ils sachent que, par exemple, un joint va être l'équivalent de 5 cigarettes fumées. Ça va être très important, notamment pour doser la nicotine si jamais ils veulent en prendre. Et puis après, ce qui est très intéressant toujours pour le cannabis, mais comme pour n'importe quelle autre drogue, ça va être de pointer, de faire émerger le besoin qu'il y a derrière. Si c'est un besoin de se détendre, se relaxer, qui peut être souvent le cas quand on fume du cannabis, de se dire est-ce que finalement on pourrait pas le prendre autrement, et puis va trouver cet apaisement autrement. Et surtout, ce qui est très important, c'est de bien comprendre aussi que quand on fume du cannabis, on met du tabac généralement dedans, et quand on met du tabac, ça va réamorcer en fait. C'est ça. Donc en fait, si on veut arrêter le cannabis, si on veut arrêter de fumer, il faut arrêter le tabac dans le cannabis. Donc là, il y a des options aussi de mettre des plantes séchées, de passer au vaporisateur. Il y a des choses qui existent. Mais il faut être dans cette démarche de se dire, il va falloir que j'adapte ma consommation, ma relation avec le cannabis aussi, pour donner toutes ces chances à mon arrêt du tabac. Intéressant. Alice Denoise, merci infiniment. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « J'arrête de fumer facilement et pour de bon, 21 jours pour dire stop à la cigarette », que j'ai eu le plaisir d'éditer aux éditions Erol, et du site, le déclic anticlope.com. Merci beaucoup. Merci. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.